Elle était bénévole. Elle est maintenant aujourd'hui directrice adjointe aux opérations au sein du GRIP. Elle participe à la professionnalisation de l'intervention en milieu festif et à la croissance des services du GRIP. Et elle s'intéresse particulièrement à l'implantation des services de prévention des surdoses et la création d'espaces inclusifs dans ces milieux. Bonjour Pamela, bienvenue. Salut! Trop contente de t'avoir. Ça fait tellement longtemps que je voulais inviter le GRIP à l'émission parce que, évidemment, quand on sort, on vous voit souvent. Et c'est toujours rassurant aussi de vous savoir proche. J'admire énormément ce que vous faites. Et ce que je trouve original du GRIP, donc, dans tes mots, pourrais-tu nous expliquer rapidement ce que fait le GRIP? J'ai essayé de faire ce cours parce que au jour d'aujourd'hui, le GRIP fait beaucoup de choses, entre autres en milieu festif. Mais dans le fond, on est un organisme qui souhaite réduire les risques associés à fréquenter les milieux festifs, que ce soit en lien avec la consommation de substances incluant l'alcool ou encore en lien avec les violences à caractère en prévention des violences à caractère sexuel. Très bien. Et aussi, votre slogan, je le trouve génial. Si tu choisis de consommer, choisis aussi de t'informer. Donc, on parle ici d'une responsabilisation des personnes en lien avec leur consommation. Lorsqu'on vous voit dans les milieux festifs, on voit généralement votre kiosque avec quelques personnes du GRIP. Vous avez du matériel pour la consommation sécuritaire, saine. Vous avez aussi de la documentation sur place. Vous avez aussi votre fameux tableau de mélange de mélange de drogue à éviter et à proscrire et tout. Je trouve ça fascinant parce que vous avez choisi l'approche d'information plutôt que de répression. Parce que on le sait, on connaît les risques en lien avec les consommations de drogue et vous avez choisi de miser sur l'intelligence des personnes, de pouvoir s'informer et de pouvoir faire les choses de manière intelligente. Pourquoi avoir choisi cette approche-là, justement, l'approche de l'information plutôt que de la répression? Je pense que c'est basé sur le fait que on sait que peu importe les lois ou les pratiques répressives qui vont être mises en place, les gens vont consommer. Les gens ont toujours consommé, ils vont toujours consommer. Alors, on a choisi de prendre un accent qui vise à donner de l'information, éduquer, rendre les gens autonomes dans leur prise de décision pour réduire les risques associés à cette consommation-là, mais aussi augmenter les plaisirs associés à cette consommation-là, parce que c'est une grande erreur, je pense, en prévention, de nier le plaisir associé à la consommation. D'autant plus quand on est en milieu festif où on souhaite que tout tourne autour du plaisir finalement. Très vrai. C'est intéressant, oui, puis ça. Je pense que de ne pas admettre ça, c'est se nuire, puis c'est aussi, disons-le, plutôt hypocrite aussi. Alors, très bien. Et en quoi la stigmatisation des personnes qui consomment des substances nuit à la sécurité des usagers? Oh, en plein de façons, mais je pense que j'ai un exemple qui permet de bien illustrer un peu ce que ça peut avoir comme impact. Une approche répressive, entre autres, par exemple, les fouilles à l'entrée d'un événement. Oui. Généralement, ce que ça fait pas réduire les risques associés à la consommation, plus que ça va créer du stress, ça va avoir un impact sur les effets ressentis, le fait que les gens se sentent stressés. Puis aussi, généralement, ça fait que les gens souhaitent consommer avant de rentrer dans l'événement, donc peuvent être plus à risque de consommer des plus grandes quantités que prévu. Et à ce moment-là, ça augmente aussi les risques de surdose, vu que les gens vont davantage binge en fait leurs substances. Ouais, qui vont consommer en forte quantité justement pour prévoir le coût, pour avoir ressentir les effets plus longtemps jusqu'au moment où ils pourront en consommer peut-être plus tard. D'accord. OK. Et comment se déroule une analyse de substances en milieu festif? C'est super intéressant. Nous, on a choisi l'option laboratoire roulant. Ouais. Donc, tu rentres dans une caravane, dans le fond. Puis, c'est un petit laboratoire. Et dans le fond, tu vas rencontrer un intervenant en réduction des méfaits et un analyste dans ce véhicule-là qui vont être là pour expliquer, en fait, c'est quoi notre façon de travailler. Et encore une fois, pour nous, c'est important que la décision revienne entre les mains de la personne qui consomme. Ouais. Donc, on utilise différentes technologies qui vont être présentées, puis les personnes vont
pouvoir choisir lesquels les intéressent, c'est quoi les informations qu'ils recherchent. Puis une fois que c'est testé, il va y avoir une remise de résultats accompagnée, encore une fois, de messages de prévention, de réduction des risques. Puis, si la personne devant nous souhaite se départir de sa substance parce qu'on a trouvé une substance qu'elle ne souhaite pas consommer, à ce moment-là, on va la détruire. Mais sinon, la substance est remise à la personne, elle pourra la consommer à l'extérieur de la vanne, évidemment. Puis, on n'est vraiment pas là, encore une fois, pour dire aux gens quoi faire, mais vraiment les accompagner dans une prise de décision avec lesquelles ils sont confortables. Ça prend combien de temps avoir une analyse? On dit environ une quinzaine de minutes là, par substance, mais généralement, une fois que les explications sont faites, la deuxième ou la troisième analyse, si on a plusieurs substances à tester, est plus rapide à ce moment-là, vu que on a un peu moins à jaser. Je comprends. Donc, c'est ça, je dirais 10-15 minutes. Puis c'est quoi le genre de substances que vous pouvez trouver, de genre de surprise, je sais pas, de la colle, de la farine, des affaires de même? Qu'est-ce que vous pouvez décoder? On peut décoder une panoplie de choses parce que dans le fond, c'est des banques de données. On a des référents de médicaments, des produits ménagers, produits alimentaires, de drogues, évidemment. Puis tout ça, on peut trouver plein de choses. On va souvent voir des types de sucre, des types de farine, d'autres substances psychoactives, souvent de la caféine aussi. Mm-hmm. Ah ouais, mon Dieu, c'est fascinant. Parce que je me disais, tu sais, sérieux, comment qu'on peut décoder une molécule de colle, justement, ou de farine, mais vous, ça fait partie de votre banque de données dans vos analyses. OK, c'est intéressant. Et avez-vous des exemples de situations où votre intervention a probablement évité des accidents graves? C'est une excellente question et je pense que Alexandrine. Et oui, Alexandrine, notre invitée. Oui, tout à l'heure. Oui. Le nommait tantôt, quand on travaille en prévention, il y a plein de choses que je pense qu'on voit pas, vu que je pense qu'on a un impact sur le milieu. Mais on travaille beaucoup en prévention des surdoses, comme je le nommais tout à l'heure. Donc, des personnes qui vivent des effets indésirés associés à leur consommation, donc des impacts négatifs, que ce soit de l'anxiété, des vomissements, de l'hyperthermie. À ce moment-là, on va les accompagner pour, en fait, réduire les impacts de ces symptômes-là. Puis, s'assurer qu'ils sont pris en charge. Puis, quand ils retournent danser, une heure ou deux plus tard, ils sont heureux et contents de participer à leur festival. Et on sait que, la crise des opioïdes, on le sait, c'est un fléau, et particulièrement dans l'ouest du pays. Vous, est-ce que vous avez observé, quel est l'état de situation ici, à Montréal et un peu plus à l'est du pays? C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes réalités qu'en Colombie-Britannique. Par contre, c'est vrai qu'il y a il y a une croissance au niveau des surdoses à Montréal et au Québec qui était aussi associée à différentes substances, dont les opioïdes, mais on parle de plus en plus de benzodiazépines et de différentes variantes de drogues. Les benzodiazépines, c'est-tu des dépresseurs, des stimulants? C'est aussi des dépresseurs. En fait, on peut penser au Xanax ou à différents types de substances comme ça qui sont généralement prescrits pour gérer ou réduire l'anxiété, par exemple. OK, d'accord, parfait. Merci. Mais ça, dans le fond, un mélange de dépresseurs, ça se potentialise. Donc, ça augmente les risques de vivre des surdoses, puis des dépressions respiratoires qui peuvent mener jusqu'à des décès. Ouais. Et un peu plus tôt, on parlait de l'histoire du grippe ça faisait parce que le grippe a plus de 25 ans. Déjà. C'est fou. Et l'analyse des substances est arrivée quand même plutôt récemment là, dans votre histoire. Est-ce que c'est parce que c'était une volonté plutôt récente de faire ça, ou bien il y a eu des aspects légaux qui ont fait en sorte que c'était difficile d'implanter ce genre de service-là? Certainement beaucoup d'aspects légaux qui sont associés à ça, mais aussi des aspects de société. Je pense que notre organisme a été fondé en 97 dans un de ses objectifs était de créer un service d'analyse de substances, un peu avant-gardiste de notre fondateur. Mais la société était vraiment pas rendue là. Puis les aspects légaux aussi, c'était super compliqué. On a connu le début des exemptions pour les services d'injection supervisés beaucoup plus tôt. Puis ça a été un autre processus à développer. Puis on a finalement reçu notre exemption de Santé Canada à l'automne 2021. Très bien. Fait que oui, alors il y avait beaucoup de craintes, j'imagine, qui étaient associées à ça. Puis c'était aussi
une certaine crainte d'encourager la consommation, j'imagine? Ou... Toujours. Je pense que la santé publique et la sécurité publique ont toujours cette crainte-là dans ce genre de situation-là, alors que contrairement à ce qui peut être véhiculé, je pense que ces services-là ont beaucoup d'impact positif, puis permettent réellement de réduire les risques, puis de rendre les gens empowered dans leur consommation et dans leur vie. Très bien. Puis justement, quel genre de commentaires vous recevez? La plupart du temps, super positif. Là, je dirais que je pense que c'est une des belles fiertés qu'on a au GRIP. La reconnaissance des gens à qui on offre des services. Les gens sont contents. Les gens souhaitaient l'analyse de substances dans des événements. Psytrance, un peu geek de drogue qui attendaient ça depuis aussi longtemps que le GRIP existe. Donc, beaucoup d'excitation de ce côté-là. Mais c'est sûr que je pense que dans la population générale, puis dans certains événements, on se confronte à plus de réticence. Je pense que ça vient avec beaucoup de tabous. Parler de consentement, de parler de prévention des violences à caractère sexuel. C'est des choses qui sont confrontantes. Puis je pense que personne veut... je pense que certaines personnes trouvent ça confrontant de se sentir visées par ce genre de discussion-là. Et... oui, attends, excusez. Désolée. Bon, Joanie. Et est-ce que vous avez observé une baisse dans la qualité des échantillons que vous analysez dans les dernières années? Non, c'est assez stable de notre côté. C'est sûr que nous, on est dans un milieu où on analyse davantage ce qu'on appelle des party drugs. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement les substances qui sont le plus visées par la crise des surdoses actuellement. Okay. Ça veut pas dire qu'il y a pas de risque, puis ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres substances, puis ça veut pas dire qu'il y a pas de risque associé à la consommation, parce que des fois, même s'il y a pas de produit de coupe retrouvé, la substance qui va avoir le plus de risques, ben c'est celle que tu souhaites consommer finalement. Ouais. Donc, nous de notre côté, c'est assez stable, mais des fois il y a des vagues ici et là. On va le voir dans des événements spécifiques qui sont fermés. Qu'on voit une batch passer là, finalement, là, puis des trucs comme ça. Mais c'est assez stable au cours des dernières années, là, selon notre expérience. OK. Parce que là, tu m'éveilles à quelque chose que je ne connaissais pas, qui était les drogues de party, puis les drogues, je sais pas, un peu d'automédication, quoi? Ou comment qu'on appellerait ça? Comment qu'on les distinguerait? En fait, je pense que c'est toutes des drogues qui visent à avoir du plaisir. Des fois, ça va être de l'automédication, comme tu le nommes. Mais dans le fond, ça va être aussi des substances associées beaucoup au party, dans le sens où souvent, on va parler de substances plus soit hallucinogènes ou stimulantes, alors que dans les populations en situation d'itinérance, des fois, on va parler plus de dépresseurs aussi. Ah, je comprends. Très bien. Et bon, ben c'est fantastique. Et est-ce que tu aurais autre chose que tu aimerais ajouter? Sûrement 1000 choses, mais je pense que ce qui peut être important de se rappeler, c'est d'y aller à son rythme quand on souhaite consommer, d'y aller doucement, une substance à la fois, une petite quantité à la fois, puis d'attendre de voir comment on se sent, puis encore une fois, de consommer dans des moments où on se sent bien. Puis qu'on est dans un contexte où on a confiance aux gens qui nous entourent. Je pense que c'est des belles façons d'aborder la consommation en réduisant les risques. Très bien. Merci beaucoup. Et on peut vous suivre sur Instagram aussi. Certainement. Vous avez votre site web. Alors, encore une fois, les liens seront disponibles sur la page Hausmtl, HAUSMTL, sur le site de CISM. Un grand merci, Pamela.